Bonjour, Steve Quirion, Récit Univers Social. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une sorte de récit de pratique, si on veut, d'un an de pandémie ensemble. Un récit de pratique aussi avec des exemples très concrets, puis des pistes de réflexion, justement, sur ce qu'on a appris collectivement, puis où est-ce qu'on s'en va aussi avec tout ça, post-pandémie, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour la suite. Dans la présentation, vous allez voir là, quatre éléments essentiellement sur lesquels je vais revenir et détailler euh, pour aujourd'hui, dont des choses qui sont des évidences, mais à un moment donné, il faut se rappeler ces évidences-là. Et le contexte de la pandémie nous a fait prendre conscience que ces éléments-là sont des incontournables. Euh, Oups, je pense qu'il y a peut-être regarder, Dani, si le diaporama est en mode édition. D'abord, un des éléments qui a vraiment été important et qui nous a sauté aux yeux, c'est d'abord l'intention pédagogique. On l'a vu dans l'enseignement à distance. Un paquet d'élèves ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là, des fois dans un cours en ligne. L'intention pédagogique, c'est primordial. Puis on a essayé d'outiller les enseignants au cours depuis un an sur justement comment organiser, si vous voulez, un cours, une période euh, en ligne. Et ce qu'on s'est dit, ben, ça serait le fun d'imaginer, bon, c'est sûr qu'il y a le classique préparation, réalisation, intégration, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait le fun d'appliquer la démarche de recherche à toute période, à une période en ligne. Donc, de se dire, OK, groupe, ce qu'on va faire aujourd'hui, ben, on va répondre à une question, on s'interroge. Donc, en histoire, fondamentalement, tout travaux historiques commence par une question. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on va s'interroger sur comment l'Empire romain a pu conserver un territoire aussi vaste. Puis bon, pendant la période, ce qu'on va faire, c'est recueillir de l'information. Recueillir de l'information, ça peut être, par exemple, par une courte présentation magistrale du prof, ça peut être avec une vidéo qu'on soumet aux élèves, ça peut être aussi par un texte qu'on s'approprie. Et évidemment, ben, à la fin de la période, on revient sur ces éléments-là et on essaie de voir si on a répondu à notre question. Et donc, quand on a présenté ça aux enseignants, ben, on s'est rendu compte qu'on avait touché quelque chose parce que, bon, ça faisait écho, n'est-ce pas, à la discipline comme telle, à la pratique, à la didactique même de l'histoire. Puis, bon, les gens pouvaient s'y référer. Ce qui est bien aussi au récit, bon, dans ça, on a aussi parlé de l'ensemble de la boîte à outils en histoire, hein, vraiment, tu sais, de faire référence à des cartes, des documents, des textes et tout ça. Et puis, bon, aussi, on s'est rendu compte de l'importance de rappeler constamment, comme on l'a dit, l'intention pédagogique, même pendant le cours. La métaphore qu'on peut faire, c'est l'émission de radio. Hein? Donc, vous êtes en voiture, vous ouvrez la radio, puis ben, constamment, on nous dit, l'animateur nous dit, on est avec Georges Bouchard, on traite de tel sujet. Et puis, bon, justement, en ligne, ben, les élèves peuvent faire des morceaux, puis ben, de constamment rappeler la question, l'intention, sans que ça devienne lourd, là, mais de dire, de signifier pourquoi on est là aujourd'hui, dans cette heure-là, dans ce 30 minutes-là, tout dépendamment des formats qui ont été utilisés, c'est un élément qui nous semblait capital. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on pouvait arriver avec des documents, des tâches qu'on avait créées sur le site du récit, autant au primaire qu'au secondaire. On a au-dessus d'une centaine, j'ai écrit une centaine pour dire qu'on en avait beaucoup, mais on a au-dessus d'une centaine de tâches. Puis aussi des courtes tâches qui proposent cette formule-là, où on commence toujours par une question, on énonce un problème, puis bon, à travers ça, bon, on peut émettre des hypothèses, mais aussi justement travailler avec des documents. Donc, par exemple, sur le site Documents d'histoire, mais les enseignants pouvaient, par exemple, avoir accès à une tâche, puis avec un dossier documentaire et, on va le voir tantôt, là, aussi à des versions Google Doc et aussi, on a ajouté les versions Word des documents. Et donc, ça permettait justement à l'enseignant de structurer, si vous voulez, sa présentation autour d'une question, puis bon, d'aller chercher de l'information avec différents types de documents, différents types d'approches à l'intérieur de sa période.
Voilà. Autre élément aussi qui est vraiment capital, c'est bon, l'intention pédagogique, c'est aussi l'objet d'évaluation. Un autre élément sur lequel on a travaillé, c'est fournir des grilles d'évaluation aux enseignants parce que, bon, ça devenait à un moment donné un enjeu capital, on l'a vu pendant la pandémie, l'évaluation. Puis, bon, plutôt que d'offrir des grilles pour chacune des tâches, on s'est dit, ben, on va essayer de faire des grilles qui soient générique, général, qui s'adapte, qui peut être utilisé dans différentes tâches et surtout intégré à l'intérieur des outils d'apprentissage numérique. Donc, on a créé une série de grilles d'évaluation pour les enseignants sur des différentes compétences en univers social. Et ça, on a vu aussi que ça a été un élément qui était un point tournant dans l'appropriation ou dans la structure des cours des enseignants. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt sur ça. Et puis, le format des grilles qui soit à la fois digeste pour l'enseignant, mais aussi pour l'élève, pour qu'il sache ce sur quoi il est évalué, c'était un élément qui était intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit aux profs, c'est que vous pouvez l'adapter, cette grille-là, pour enlever des éléments, préciser des choses en particulier. Puis, bon, l'élément, le critère d'évaluation peut devenir l'intention pédagogique d'une période. Donc, pour justement essayer de faire en sorte que l'intention pédagogique soit en adéquation avec l'évaluation. Donc, ça, c'est d'autres outils qui ont été vraiment fort utiles en temps de pandémie, en temps d'enseignement à distance, et encore là, qui viennent juste renforcer cette idée-là que l'intention pédagogique, l'intention d'évaluation, les grilles d'évaluation, c'est des éléments qui sont des incontournables. Puis bon, l'enseignement en ligne a fait en sorte que ces éléments-là ont vraiment été mis en lumière, si vous voulez. Autre outil qu'on a développé, puis encore là, bon, avoir une intention pédagogique, avoir une grille d'évaluation, c'est une chose, mais il faut conserver des traces. Hein? Conserver des traces d'évaluation. Puis on a essayé de penser à différents outils qui permettaient à l'enseignant, bon, on l'a vu, là, on a des tâches ici. Par exemple, bon, le prof peut, il y a un cahier de l'élève, donc le prof peut aller chercher les travaux des élèves, les évaluer. Il y a ça comme trace. Mais on a essayé aussi de façon ponctuelle aller chercher des traces d'évaluation sur des choses très, très précises, parce que c'est, comme on l'a dit, l'évaluation a été un problème à un moment donné. Puis on s'est dit, bien, comment je peux avoir un portrait fidèle de ma classe à un moment X et sur des éléments X, Y, par exemple. On a créé ce qu'on appelle des billets de sortie. Bon, les billets de sortie, c'est une chose qui existe déjà en anglais langue seconde et qui, dans le fond, à la fin de la période et qui me permet de revenir, si on revient sur notre démarche, hein, donc on s'interroge, on cherche de l'information et on revient sur la démarche, on essaie de répondre à la question et qui permet justement d'aller en 5 minutes, dans le fond, d'aller chercher une donnée bien précise sur un élément que mon élève a appris. Parce que, bon, on a des tâches avoir constamment des tâches plus longues, bon, on l'a vu, c'est difficile pour les enseignants, les élèves et tout ça. Donc, des petites tâches courtes, justement, qui permettent de valider des choses et puis après ça, revenir avec les élèves, c'était des éléments qui ont été, je pense, bénéfiques. Donc, ici, l'idée, c'est une espèce de billet de sortie en Google Form, en Microsoft Form, qui permet de revenir sur la question et on demande à l'élève de formuler une réponse ou dans une phrase, si vous voulez, une réponse à la question, à l'intention pédagogique, en utilisant, par exemple, des concepts clés. Donc, je pourrais demander, je pourrais même exiger à mes élèves, j'aimerais ça que tu m'intègres dans ta phrase que tu vas rédiger un concept historique. Donc, j'apprécierais aujourd'hui, on a beaucoup parlé de changement. Donc, dans ta phrase, j'aimerais ça que tu traites de changement. Mais ensuite de ça, tu peux aller chercher d'autres éléments comme un repère de temps, un repère de lieu, un repère d'acteur. Donc, ça permettait vraiment d'aller chercher des éléments précis. Et on a fait
différents outils comme ça qui peuvent être copiés par les profs. Donc, les profs peuvent faire une copie justement de ces outils-là, faire deux, trois modifications ou pas de modifications dans ce cas-ci. Dans le cas qui nous intéresse pour la phrase générique, ben, le prof pouvait réutiliser le billet de sortie à tout moment. Et puis, bon, il y avait des billets de sortie qui ont été faits pour les opérations intellectuelles. Donc, on a dans notre programme un certain nombre d'opérations intellectuelles dont situées dans le temps. Par exemple, si je suis dans un moment où bon, le récit chronologique est important, bien, dans mon intention pédagogique, c'est que vous puissiez justement revoir, on puisse revoir ensemble le récit chronologique, par exemple, de la guerre ou de la Révolution tranquille ou peu importe, eh bien, ça me permet de valider si mes élèves ont bien compris cet élément-là en particulier. Donc, un autre élément qui était fort utile en temps de pandémie, en temps d'enseignement à distance pour les enseignants d'histoire et de géographie. Donc, si on revient sur ce point-là, préciser son intention pédagogique et d'évaluation, là, on dit des évidences, mais quand même, c'était fort utile et ça a été surtout ça a été un élément qui a été mis en lumière là, de façon assez importante et ces outils-là ont contribué à, je pense, donner de meilleurs cours en ligne. Autre élément évident, je vais passer vite sur cet aspect-là, mais c'est la maîtrise de son environnement numérique. C'est quand même étonnant de savoir ou de se dire que ces outils-là existaient avant la pandémie, étaient peu utilisés par les enseignants, mais on espère qu'ils ont été utilisés pendant la pandémie et ils le seront par la suite. Parce que, bon, moi, ce que je vois dans ces outils-là, c'est un lien avec la maison. Hein. Donc, de faire en sorte que les parents puissent le lien avec les parents qui sont impliqués dans les travaux des élèves, dans l'apprentissage des élèves, mais c'est des outils qui sont vraiment utiles, qui ont prouvé quand même leur utilité en termes de suivi des élèves. Donc, nous autres, on s'est beaucoup orienté sur... on n'a pas fait la partie vidéo ou chat ou donc de ces outils-là. C'est vraiment s'est concentré sur l'aspect, bon, comment j'organise mon cours et comment je partage des tâches à mes élèves et comment je peux faire le suivi de ces tâches-là. Donc, on sait tous, je pense maintenant, on peut partager à la fois des devoirs dans ces outils-là et surtout, élément qu'on trouve important, c'est les grilles. Donc, nos fameuses grilles d'en haut, bien, ils sont toutes intégrables dans Classroom et Teams. Et ça, vraiment, là, quand on présentait ces choses-là aux enseignants, c'était une révélation pour eux. Une révélation surtout, en fait, nous, notre intention, c'est vraiment que l'élève sache ça sur quoi il est évalué. Et bon, il pouvait, par exemple, ouvrir un devoir puis voir exactement là, les points sur lesquels il était évalué et ensuite avoir une rétroaction immédiatement, une fois que le devoir est corrigé sur ce qu'il a bien réalisé ou pas dans la grille. Donc, c'était un facteur important et j'espère on parle de continuité de changement. J'espère qu'après la pandémie, on va poursuivre on continue avec l'utilisation de ces outils-là pour justement leur capacité à pouvoir donner une rétroaction à la fois à distance, mais aussi de façon très, très spécifique sur des aspects comme l'évaluation et comme les commentaires automatiques. On a des outils qui sont géniaux, comme faire des archives de commentaires dans Google Classroom. Donc, on sait que les élèves font souvent les mêmes erreurs. Donc, ça permettait justement à l'élève de voir un peu où sont les erreurs, mais ça permet aussi au prof d'archiver ses commentaires, puis simplement envoyer un commentaire rapidement. Donc, autre élément qu'on a appris pendant cette pandémie, l'aspect rétroaction est capital. Puis bon, on le voit, ça souligne encore toute la complexité de ce que c'est la tâche enseignante. Hein. On le fait peut-être de façon informelle avec des élèves en classe, mais là, d'avoir zéro rétroaction pour un élève, bien, ça devenait vraiment, je pense, difficile à se motiver puis à savoir s'il était sur
la bonne voie. Donc, ça a vraiment mis en lumière tout cet aspect complexe-là d'accompagnement de l'élève. Puis, bref, ne serait-ce que juste cette idée-là de rétroaction, l'importance de la rétroaction auprès des élèves, si on a compris quelque chose à travers la pandémie en lien avec ça, je pense que c'est un acquis collectif. Si vous êtes intéressé de voir les différents outils qu'on a développés, on a vous fait 2 vidéos justement pour Teams et pour Classroom, à l'intérieur de 10 minutes chaque, puis à l'intérieur desquelles vous aurez comme une espèce de résumé là, complet des outils, des tâches, des grilles d'évaluation et aussi des possibilités de rétroaction de ces différents outils. Voilà. Autre point qui nous a paru important, c'est l'aménagement du temps. Bon. On sait, encore une fois, l'aspect de varier les différentes approches, varier les types de tâches, c'est capital. Puis, bon, c'était un autre élément qui a été mis en lumière. D'abord aussi, le côté affectif et cognitif du travail de l'enseignant. On l'a vu, hein, cognitif, on parlait beaucoup de connaissances, on parlait beaucoup, en fait, on parle comme si c'était fini, là, mais on parle beaucoup c'est comme si je suis déjà en post-pandémie. Donc, on parle beaucoup de cognitif, de connaissances, d'acquisition de connaissances, mais l'affectif a été quand même important et surtout manquant pour plusieurs classes, plusieurs élèves. Je vais y revenir tantôt de façon plus précise encore, mais on a vu la complexité encore là de la tâche d'un enseignant. On circule dans la classe, on regarde mon nom ou on répond à une question. Le prof dit, ben, t'as l'air fatigué, tu dors-tu bien? Comment ça va à la maison? Tu sais, ce genre de relation-là qu'on a en classe avec nos élèves, ben, du coup, tu sais, tout de suite, avec la coupure de l'enseignement à distance, on a vu que c'était un problème. Donc, l'aspect affectif a été comme vraiment mis en lumière, je pense, de ce point de vue-là. Je vous donne un exemple dans quelques instants sur comment on a pu pallier à ce problème-là. Autre élément, en termes de tâches, diversification de tâches, ça nous a amené à innover ça collectivement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a un truc qui s'appelle la discussion historique dans lequel on est actuellement, qui me semble prometteur. Je vous en parle en quelques instants. C'est arrivé avec un prof de la région de Québec qui s'est rendu compte que, dans le fond, il n'y avait à peu près pas de traces d'évaluation, puis il essayait de voir comment il pouvait en recueillir de façon différente. Donc, Éric, ce qu'il a commencé à faire, c'est des entrevues avec les élèves. Donc, il y avait en sous-groupe, dans Teams ou dans Classroom, je ne me rappelle plus, faisait des entrevues, puis bon, à la fin, les élèves qui n'avaient pas pu voir, bon, il y avait certains élèves, des élèves avaient un travail à faire, bon, il leur envoyait un flip grid. Mais tout ça a commencé au départ parce qu'on cherchait des solutions, bon, entre autres avec le billet de sortie, mais trouver des solutions pour évaluer les élèves et la discussion historique s'est comme imposée comme une solution possible. Encore là, nos collègues de langue seconde utilisent cette formule-là. Tu sais, moi, j'imaginais les profs pendant 3 mois, à peu près dans le corridor, à faire de l'évaluation orale. Mais là, en histoire, on ne pouvait pas faire ça. Et on essaie d'imaginer une façon de stimuler, si vous voulez, ou d'utiliser la discussion historique comme une façon d'apprendre pour les élèves, mais aussi une façon peut-être de valider ou vérifier si les élèves avaient compris. Puis bon, une des observations d'Éric, c'était qu'étrangement, les élèves étaient beaucoup plus structurés et articulés à l'oral qu'à l'écrit. Tu sais, on se dit, on écrit un texte, on a le temps de le structurer, tandis que quand on parle, ben, tu sais, ça vient comme... Mais quand même, les élèves montraient vraiment beaucoup de structure et comprenaient plus qu'ils pensaient, en fait. Et la discussion historique, c'est un outil, bon, essentiellement, c'est de parler d'histoire ensemble. Puis on s'imagine dans un café en train de réinventer le monde, hein, faire des pronostics historiques, mais revenir aussi sur des aspects historiques.
Donc, la discussion historique, c'est important comme outil de réflexion, mais aussi outil citoyen. Parler d'histoire, c'est important. Et on essaie de penser à un jeu de façon ludique. Puis encore là, c'est l'aspect innovation d'une situation de crise qui nous a amené là, que je trouve, c'est pour ça que je présente l'exemple. Donc, on a fait un jeu dont l'objectif, c'est de parler d'histoire, avec des éléments, puisque c'est un jeu, avec des éléments de, de hasard. Si vous connaissez Uno, là, ça ressemble à Uno. Et on a fait une expérimentation dans des classes. Donc, c'est un jeu physique. Là, on n'était plus à distance. Et puis, bon, étonnamment, non, peut-être pas, les élèves ont vraiment beaucoup apprécié, puis redemandent aux enseignantes de justement refaire ce jeu-là parce que ça leur permet de réviser, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est que si j'ai une carte Caen dans les mains, puis bon, il y a un grand thème qui est abordé, genre la crise économique, bien, c'est une carte Caen, bien, je la dépose, carte Caen. Bon, la crise économique, c'est dans les années 30, ça se poursuit dans cette décennie-là. Puis là, bon, les autres élèves doivent valider si ma question, ma réponse est bonne. Ensuite, il y a un autre élève qui a une carte, mettons, sociale, dépose sa carte sociale, mais il y a eu un gros impact au plan social. Tout le monde a perdu leur job. Puis bon, on a voulu comme les aider en donnant des secours directs, par exemple. Et donc, ça permet vraiment de stimuler l'échange, la discussion historique par le jeu, puis de revenir sur des notions qui ont été vues. Et ça permettait aussi aux profs, aux élèves de consulter leurs notes, leurs documents. Et bon, si vous êtes intéressé par cette chose-là, bon, on a un webinaire justement qui s'en vient. En fait, il y a 3 dates, là, 7 mai, 13 mai, pour en savoir plus, puis voir les enseignantes qui ont fait l'expérimentation. Donc, encore là, cette crise-là nous a permis d'innover avec des profs, trouver d'autres solutions pour mieux évaluer ou mieux permettre à nos élèves d'apprendre. Bon, classe inversée, il y a beaucoup je trouve que la pandémie a fait en sorte que on a beaucoup utilisé des notions ou des concepts de classe inversée. Je passe par-dessus ça. Le dernier élément, soutenir la motivation. Donc, je vais donner juste un exemple en lien avec Minecraft. À partir de janvier, on s'est rendu compte, janvier dernier, on s'est rendu compte que les enseignants ne voulaient plus entendre parler de Teams Classroom. Il y avait besoin de projets motivants pour leurs élèves. Puis bon, ce projet-là est arrivé l'an passé avec David Marchessault, qui est un prof dans la région des Bois-Francs. On était supposé le filmer dans sa classe. Bon, la pandémie est arrivée. Il avait déjà annoncé le projet dans sa classe. Les élèves étaient au courant. Puis bon, on était un peu dans une période de latence où tout le monde, il n'y avait pas vraiment d'école en ligne et tout ça. Et les élèves ont relancé David pour justement faire en sorte que ce projet-là ait lieu. Donc, de façon autonome, ces élèves-là, à la maison, ont exigé à leurs enseignants de créer le monde industriel, le projet pour lequel il y avait déjà des documents du récit en main. Vous avez la petite présentation de Paolo, je n'aurai pas le temps de la présenter, mais il vous explique un petit peu comment c'est arrivé. Puis David partait le monde, les élèves venaient travailler dedans. Puis bon, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réalisé. Et encore là, on partait d'une question, à quoi ressemble, par exemple, le monde industriel, quelles sont les classes sociales, comment ça s'exprime dans les bâtiments, dans les lieux et tout ça. Puis, vous allez voir, là, ce monde-là est assez intéressant. Vous avez même la mine de charbon pas loin, des bateaux à vapeur. Bref, il y a vraiment là, un travail là, qui a été fait de recherche. Et encore là, c'est les élèves d'eux-mêmes, par leur propre motivation, qui ont été vers ça. Cette année, puis on a eu la rencontre cette semaine, justement dans la classe de Jeannick, qui est la commission au centre de services de Laval. Elle était complètement en ligne, donc c'est une classe virtuelle. Puis bon, elle voulait faire un projet avec ses élèves parce que bon, elle sentait que ses élèves avaient un manque de motivation et tout ça. Et ils ont fait le même projet.
Donc, vous avez l'usine de la classe de Jannick. Et dans le retour, par chance, j'ai pu assister à ce retour-là avec les élèves. Et l'élément qui est ressorti, c'est l'aspect social. Donc, ce qui m'a étonné, là, les élèves disaient, bon, c'était pas nécessairement le jeu, donc, comme tel, le fait bon, c'est sûr qu'ils ont sorti création, mais que ça permet de développer leur créativité, mais c'est l'aspect de pouvoir discuter de façon informelle avec leurs collègues. Parce qu'il y a un élève qui disait, ben, moi, quand je suis en classe, il faut que je réponde à une question en classe virtuelle, ben, je suis gêné, je n'aime pas ça, j'essaie de faire ce cours. Mais en créant justement ce monde-là industriel, ben, j'ai pu jaser avec je l'avais oublié quand j'étais dans un sous-groupe Meet, puis on discutait de comment la bâtisse était faite, puis tout ça. Donc, puis on oublie souvent qu'une partie justement du mandat de l'École québécoise, c'est de socialiser, hein, amener les élèves à socialiser. Puis un autre élève qui venait d'arriver dans la classe virtuelle depuis 2 semaines a pu dire, bon, moi, ça m'a permis de parler à Maxime, de le rencontrer, ça m'a dégêné. Donc, ce genre de projet-là, créatif, stimulant, motivant, ben, permet aussi de développer l'aspect social, parce que bon, c'est un intérêt, un des éléments, des aspects importants de ce type de jeu-là. Puis bon, Steve, encore une minute. Il va falloir, il était 42, 43, 2 minutes. ouais, je sais pas. Ouais, 2 Puis minutes, c'est bon, bon. les projets, on les a multipliés. Pompéi, justement Rome, aussi Minecraft, puis on a fait aussi du comodal. Donc, les élèves commençaient à la maison, finissaient à l'école. Donc, vraiment, là, puis le dernier qu'on a fait en date, c'est le Moyen Âge. Puis bon, un paquet de projets sur lesquels on a travaillé. Donc, vous avez tous les liens, donc la programmation aussi, Google Maps, puis bon, aussi le territoire industriel sous forme de plans isométriques. Donc, tout ça, c'est des projets qui sont, je pense, motivants et qui ont suscité une motivation auprès des élèves et qui sont capitales à l'école. Si on a appris quelque chose de ça, j'espère que c'est un des éléments qu'on va retenir. Donc, en gros, puis peut-être juste rapidement vous dire qu'on a aussi un projet de cours complet à distance en histoire de 4, un projet pilote qui est suivi par Alexandre Lanois, un projet de recherche avec des jeux interactifs qu'on a créés avec des élèves. Donc, ça permet d'apprendre, si vous voulez, différemment. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer un petit extrait. Enfin, donc, je vais être plate, là, je vais être très, très historien. Donc, c'est on peut dire que c'est un changement dans la continuité. C'est les éléments que nous, on a observés face à cette expérience-là collective et qu'on souhaite voir, si vous voulez, se poursuivre dans le temps. Et si vous avez des questions, vous avez l'ensemble des coordonnées du récit ici à l'écran. Et je vous rappelle que si vous voulez participer au webinaire sur la discussion historique, donc les dates sont là